Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette fiche de révision ultime. Aujourd'hui, on met en place un cadre de travail structuré, dynamique et surtout pensé sur mesure pour vous faire exceller sur la philosophie de l'art. Le but, il est simple, on va consolider tous ces concepts majeurs pour que vous soyez armés jusqu'aux dents pour votre prochaine épreuve de philo. On va croiser les grands penseurs, faire s'entrechoquer leurs idées et construire une véritable progression logique. Vous êtes prêts? On y va. Bon, voici notre plan d'attaque pour cette synthèse. On commence par séparer l'art de la technique, l'indispensable base. Ensuite, on confrontera l'imitation à la création pure. Troisième étape, on décortiquera le jugement esthétique et cette fameuse notion de génie. Quatrièmement, on verra comment l'intuition permet carrément de démasquer la réalité. Et on terminera en beauté par l'évolution de l'art à travers l'histoire. C'est littéralement la colonne vertébrale parfaite pour construire n'importe quelle dissertation. Première grande étape, art contre technique. Fixons nos bases. C'est la règle d'or, vous le savez. Une bonne copie de philo commence toujours par définir ses termes. Pendant des siècles, honnêtement, on a un peu tout mélangé. L'art et la technique, c'était le même mot, un simple savoir-faire. Mais au XVIIIe siècle, bam, on trace enfin une ligne claire entre l'artisan et l'artiste. D'un côté, on a la technique, qui est purement utilitaire. Elle est là pour notre survie matérielle, elle suit des règles strictes pour fabriquer un outil. C'est un moyen d'arriver à ses fins. Et de l'autre côté, l'art, qui s'en détachait complètement. L'art ne sert strictement à rien pour survivre. Il vise la beauté, il provoque une émotion. Une œuvre, on ne s'en sert pas, on la contemple. C'est, par définition, une fin en soi. Et cette distinction, elle nous propulse directement vers un très grand classique, le genre de question qui tombe tout le temps aux examens. L'art doit-il imiter la nature ? Oui, si l'art ne sert pas à fabriquer des marteaux ou des chaises, est-ce que son but ultime, c'est juste de copier le monde qui nous entoure ? Et là, croyez-moi, on touche au point de départ d'une bataille philosophique monumentale. Ce qui nous amène à la partie 2, imiter ou créer. Le fameux piège de la mimésis. Face à ce besoin d'imiter, on a un choc frontal entre la pensée antique et la pensée moderne. Platon, lui, il est super méfiant. Pour lui, la nature physique, c'est déjà une copie un peu ratée du monde des idées. Donc logiquement, si un peintre peint un arbre, il fait la copie d'une copie. C'est une illusion hyper dangereuse qui nous éloigne de la vérité. Mais avancez de quelques siècles et vous tombez sur Hegel. Pour Hegel, c'est tout l'inverse. L'art est une création de l'esprit humain et l'esprit est infiniment supérieur à la nature. Il se moque même de l'imitation. Pour lui, vouloir imiter la nature, c'est absurde. C'est un peu comme un ver de terre qui essaierait de ramper pour imiter un éléphant. C'est vain et c'est surtout risible. Pour vraiment capter pourquoi Platon était si angoissé par l'art, prenons la République. Il y explique un truc fascinant. Un peintre n'a absolument aucune idée de comment on fabrique une table. Mais il peut peindre un charpentier de façon si réaliste qu'il va tromper des enfants. En gros, l'artiste, c'est un illusionniste. C'est un faussaire qui jette de la poudre aux yeux de la foule. Dans une cité idéale où seule la vérité compte, vous comprenez bien que ces charlatans des apparences sont perçus comme une vraie menace. Allez, on change de perspective. Troisième partie, jugement et génie. Oublions l'œuvre 5 minutes et regardons plutôt ce qu'il se passe dans notre cerveau quand on la regarde. C'est Emmanuel Kant qui décortique ça de façon magistrale. D'abord, il nous dit que face à la beauté, on ressent un plaisir totalement désintéressé. On ne veut pas consommer la chose, on l'admire, c'est tout. Ensuite, et ça c'est le paradoxe ultime de l'art, ce jugement est universel, sans concept. Ça veut dire que c'est hyper intime, subjectif, mais quand on voit un vrai chef-d'œuvre, on a la conviction profonde que le monde entier devrait trouver ça beau, même si on ne peut pas le prouver par A plus B. Enfin, l'œuvre a une finalité sans fin. Elle a l'air parfaitement organisée, chaque coup de pinceau est à sa place, comme si elle avait un but, sauf qu'elle ne sert à rien. C'est l'harmonie à l'état pur. Et la question qui tue, c'est qui est capable de créer une harmonie pareille ? Kant nous répond le génie. C'est le mot-clé incontournable. Le génie, on ne l'apprend pas dans une école d'art, c'est un don de la nature. Le vrai génie ne copie pas les règles existantes. Il invente carrément son propre manuel, son propre style. Et c'est ce style inédit que tous les autres artistes essaieront ensuite de copier désespérément. Alors, forcément, si le génie crée ses propres règles, s'il invente ses propres mondes, on tombe sur une autre question magistrale pour vos révisions. L'art nous détourne-t-il de la réalité ? Est-ce que plonger dans la fiction, la peinture ou la poésie, c'est fuir le monde réel pour s'enfermer dans une petite bulle imaginaire ? C'est ce qui nous lance dans notre 4e axe, l'intuition qui dévoile le réel. Pour les philosophes plus récents, l'art, c'est exactement l'inverse d'une fuite. Prenez Henri Bergson. Il nous explique qu'on a 2 modes de fonctionnement dans la tête. D'abord, l'intelligence. Ça, c'est notre mode survie. L'intelligence, elle découpe le monde en objets utiles, elle fige les choses pour qu'on puisse s'en servir. C'est très pratique, mais ça nous aveugle sur la vraie nature du monde. L'autre mode, c'est l'intuition.
L'intuition s'en fiche de l'utilité. Elle capte le mouvement, le flux continu, ce fameux élan vital qui anime toute chose. L'image que Bergson utilise, et elle est géniale, c'est celle du voile. En gros, pour survivre en société, notre cerveau tisse un gros rideau d'habitudes et d'étiquettes devant nos yeux. On ne regarde plus une fleur pour ce qu'elle est, on voit juste le concept fleur. Eh bien, l'artiste, son super pouvoir, c'est de rendre ce voile transparent. Parce qu'il est désintéressé, l'artiste voit les nuances, les couleurs pures, les émotions brutes que nous, on censure tous les jours. L'art ne nous coupe pas du réel. Au contraire, il nous ramène à la réalité pure en déchirant le voile. Et cette notion d'énergie brute sous la surface, Nietzsche en parle à une intensité folle. Pour lui, le grand art, c'est la collision titanesque entre deux forces. D'un côté, Apollon, la lumière, l'ordre, les belles formes symétriques, mais qui reste une illusion réconfortante. Et de l'autre, Dionysos, l'obscurité, l'ivresse, le chaos terrifiant, bref, la force brute et douloureuse de la vie. Pour Nietzsche, le génie de l'art, comme dans la tragédie grecque, c'est d'arriver à emballer la puissance sombre et chaotique de Dionysos dans les formes magnifiques et apaisantes d'Apollon. C'est un équilibre explosif. Allez, dernière ligne droite, 5e point, l'art dans l'histoire. Comment tout ça évolue avec le temps ? C'est le moment de ressortir la fameuse grille historique de Hegel. C'est une cartographie redoutable à placer dans une copie. Pour lui, l'art, c'est l'esprit humain qui essaie de s'exprimer à travers la matière au fil des siècles. Ça commence avec l'art symbolique, pensez aux pyramides, l'architecture est massive, la matière écrase totalement l'idée spirituelle. Ensuite, on passe à l'art classique, l'Antiquité grecque. Là, c'est l'âge d'or de la sculpture. Le corps humain sculpté incarne un équilibre absolument parfait entre la matière et l'esprit. Mais l'esprit veut aller plus loin et on arrive à l'art romantique. La matière devient trop lourde pour l'âme humaine. Alors on passe à la peinture, puis à la musique, qui n'est plus que du son, et enfin à la poésie de purs mots. L'esprit s'envole et s'affranchit du physique. Et si on continue cette ligne temporelle jusqu'à notre époque moderne, c'est là que Walter Benjamin entre en scène. Avec la révolution industrielle, la photo, le cinéma, lui, il met le doigt sur un truc fondamental, la reproduction mécanique. Avant, une œuvre était unique, elle avait une aura. Sa présence authentique dans un lieu précis lui donnait un statut presque sacré. Mais quand on peut imprimer la même œuvre sur des milliers d'affiches, cette aura s'évapore complètement. L'art perd sa magie unique, mais attention, en échange, il devient accessible à tous. Il se démocratise et devient une force politique pour les masses. Du coup, ça nous offre une réflexion de fin absolument parfaite, une vraie ouverture pour vos conclusions. À notre ère du numérique, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, où un fichier peut être cloné des millions de fois à la seconde, l'œuvre d'art a-t-elle définitivement perdu son aura ? L'art a survécu à la technique utilitaire, il a explosé les limites de l'imitation, il a déchiré le voile des apparences et il a traversé toute l'histoire de l'humanité. Mais cette magie authentique va-t-elle survivre à l'ère de la copie parfaite ? Voilà une question vertigineuse à garder dans un coin de votre tête. Après tout, continuer à s'émerveiller et à douter, c'est ça la vraie philosophie. Bonne révision à toutes et à tous.